le faire travailler sur la conception du projet ou sur un lien avec habitants, ça n'existait pas en tant que tel. Du coup, nous, on a discuté avec les aménageurs en amont, très motivés pour essayer de travailler avec nous. Et à la fois, quand on a lu les marchés publics, bah, c'est restreint à quelque chose finalement bah, de très conventionnel. Et c'est voilà, je ne suis pas en train de mettre ça à la poubelle, hein, c'est pas le sujet, mais en termes d'évolution, on a, on a trouvé assez peu de marge de manœuvre pour pouvoir vraiment se dire, OK, on a quelque chose à apporter qui en fait n'existe pas dans ce processus général. Aujourd'hui, sur ces marchés publics, donc là je focus un peu sur les marchés publics, on voit apparaître de plus en plus la notion d'aménagement transitoire, comme on en parle. Ça rejoint un petit peu toute la question du participatif. Aujourd'hui, le participatif est inclus dans les processus institutionnels. Donc à la fois, c'est bien parce que c'est un espèce de truc qui a été gagné sur la pertinence d'impliquer les gens dans les décisions. Et à la fois, comme c'est rentré dans un processus institutionnel, ça a perdu aussi un petit peu de sa qualité parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le minimum de ça et qui du coup ne travaillent plus à faire vraiment participer les gens dans les processus. Donc on est dans une espèce d'entre-deux, entre le côté des, euh, des équipes un petit peu comme nous, en l'occurrence la bricologie, qui sommes, on peut appeler ça de la permanence urbaine, la permanence architecturale, encore tous ces mots qui sont un peu partout depuis quelques temps, ou qui en tout cas essaient de faire leur trou. On n'est pas encore, c'est pas encore acquis, entre guillemets, et les systèmes, les processus ou les professionnels n'ont pas encore les clés pour pouvoir nous impliquer de manière transversale et dans la durée sur des démarches qui sont longues, comme un projet urbain. Du coup, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de tout ce qui est le permis de faire, etc. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette notion-là, qui est développée par Bouchin, etc. Parce nous, on est un peu dans cette dynamique-là, euh, qui est donc un processus un peu politique, on va dire, qui va chercher toutes les initiatives, un peu comme les nôtres, qui essayons de faire un petit peu autrement, ou en tout cas qui essayons de faire des choses de type initiative citoyenne, parce qu'on pense que sur ce territoire, c'est pertinent, et on essaie de travailler avec la personne publique pour ça. Et en fait, cette équipe-là va chercher ces différentes initiatives en France et va essayer de faire, entre guillemets, jurisprudence. Donc de dire, en fait, au lieu de cadrer un processus participatif dans les lois, on va essayer de trouver une notion qu'ils appellent, eux, le permis de faire, de dire, en fait, s'il y a une marge de manœuvre quelque part qui doit être laissée avec une certaine liberté, une certaine acceptation de sortir des normes pour que la chose se fasse, entre guillemets, et l'accompagner. Donc c'est un projet, enfin c'est une démarche qui est assez longue, mais du coup nous on s'y reconnaît assez bien parce qu'on essaie de faire quelque chose qui nous semble pertinent et de la personne publique, donc des bailleurs sociaux. En l'occurrence, nous on travaille avec un bailleur social qui est très avancé dans cette démarche-là, cette démarche d'ouverture, de pas de côté, de sortir un peu des cadres, etc. Et du coup on avance, et en fait on se retrouve confronté au processus desquels, pour le coup, on peut pas étirer un peu les lignes, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ben, en écho à un petit peu tout ça, il y a Élise qui a posé une question dans le chat. Donc, Élise nous dit, grâce à vous, j'avais découvert le droit à la ville, l'occupation de la place publique avec le jardin Mazagran qui a connu des hauts et des bas. Les pouvoirs publics ne le voient pas d'un bon œil. Intéressant de découvrir Sylvain Grisot qui va en finir avec l'étalement. Ma question, comment favoriser le dialogue avec tous les professionnels pour allier rentabilité et lien avec la nature et avec les gens? Moi, je peux citer l'exemple du Passe Jardin, qui est une autre association avec laquelle la légumerie travaille énormément. Je suis aussi administratrice de cette association parce que je trouve qu'elle est très complémentaire de ce que fait la légumerie. Du moins, elle arrive en amont du travail de la légumerie. C'est accompagner les habitants d'un quartier à l'installation d'un jardin partagé jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Parce qu'effectivement, beaucoup de citadins trouvent complètement aberrant d'avoir des bacs de compost au milieu des villes et tout, de faire pousser des pommes de terre en plein 3e arrondissement, alors qu'en fait, on aurait envie plutôt de voir plus de logements et puis aussi d'avoir ces jardins qui sont fermés et auxquels tout le monde n'a pas forcément accès comme on peut avoir accès à un parc. Et donc, il y a tout un travail d'apprentissage du faire ensemble
parce qu'on s'aperçoit qu'un jardin qui commence à être installé quelque part, tout va bien, mais après, on a quand même quelques problématiques au niveau des humains qui n'ont pas tous forcément la même vision des choses. Et là-dessus, le passe-jardin est effectivement très, très accompagnant pour que tout puisse bien se passer sur l'installation d'un territoire commun dans un quartier en tant que territoire jardin. Il y a, selon moi, aussi une possibilité qui est de prime abord peut-être plus technique, mais qui au final a tout son sens et a tout son enjeu au niveau de la participation citoyenne autour de la fabrique du territoire. C'est l'espèce de gros mots qu'on entend parfois à travers le terme de PLU ou PLUI. Donc c'est des plans locaux d'urbanisme, des espèces de grands plans avec des zones, voilà, de plein de couleurs. On y comprend quand même peu de choses quand on n'est pas initié. Par contre, au-delà de ça, je pense que c'est une vraie possibilité pour arriver à accompagner voilà, une évolution des territoires différente, en intégrant justement à travers une approche, certes de zonage, mais en tout cas en pouvant valoriser les espaces naturels, les espaces plantés, les espaces qui sont jardinés, et réellement les mettre en avant bon, sur un plan, mais surtout aussi, ça veut dire derrière les protéger et aider à ce que ça se développe par-delà juste un plan, quoi. Voilà, que ça ne soit pas juste une intention, mais que ça soit bel et bien un moyen pour accompagner ces processus-là. Donc on voit que ça, c'est du côté du politique que ça peut être fait. À l'échelle de la métropole de Lyon, quand même, il y a un des éléments que je trouve assez intéressant sur la démarche, c'est depuis quelques années, notamment autour de la question de l'arbre. Et il y a eu la charte de l'arbre qui a été mise en place il y a, je crois, à peu près 5 ans de ça. Et puis, il y a le plan canopé. Et aujourd'hui, le plan canopé est vraiment intéressant sur la question de comment on peut lutter au niveau des espaces urbains contre les îlots de chaleur. Donc les îlots de chaleur, hein, on s'en rend davantage compte évidemment l'été, mais si on revient sur la notion du tout départ de la discussion sur les éléments de marginalisation finalement des individus et puis quelque part des territoires, on se rend compte que sur les centres denses et sur les zones qui sont plus en périphérie, on a, par rapport à cet élément d'îlot de chaleur, on a des différences de température qui vont de 2 à 4 degrés, voire 10 degrés lorsqu'on est en pleine canicule. Donc on voit bien qu'il y a aussi un enjeu derrière, qui n'est pas que en termes d'écologie, en termes de nature, hein, c'est quand même vraiment aussi un enjeu de santé, un enjeu social. Et sur la question de la canopée, aujourd'hui, à l'échelle de la métropole de Lyon, il est fait état d'à peu près 27% du territoire qui est couvert. Alors c'est une moyenne, parce que entre l'Est et l'Ouest de la métropole, il y a quand même de grosses différences. Mais en tout cas, à l'échelle du territoire, on est là-dessus. Et derrière, ça veut dire, et c'est pour ça que c'était le point que je voulais faire avec le PLU, la question de l'arbre, on peut l'intégrer au niveau du PLU. Il y a la question de l'arbre en tant que sur les espaces publics. Et ça, c'est vraiment d'initiative de la collectivité, en tout cas des collectivités, de faire en sorte de pouvoir davantage planter et au bon endroit et correctement, parce que refaire des rues avec des nouveaux arbres et ne pas savoir bien les planter pour les changer 10 ans après, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut quand même avoir aussi même du respect pour les arbres qui sont plantés. Hein. C'est pas juste dans un petit mètre carré, enfin un mètre cube, pardon, qu'on peut planter un arbre. Où il suffit de voir dans les villes, hein, quand on bétonne même au niveau du tronc. Hein. Donc ça, c'est un arbre qui est mort dans quelques années. Donc déjà, il y a cette question-là sur l'action qu'on peut avoir sur l'arbre en tant que élément du domaine public, et puis l'arbre aussi dans le paysage, qui lui concerne davantage les propriétés privées. Et ça, à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est quand même plus de 80% du parc arboré général de la métropole qui est en terrain privé. Donc c'est là où un document qui à la base est un peu technique, comme le plan local d'urbanisme, peut vraiment permettre d'une part de protéger et ensuite d'assurer un suivi et d'avoir une connaissance à l'échelle du territoire. Et quelque part, c'est de la même manière que la notion du jardinage, et il faut pouvoir la mettre
en valeur encore plus, c'est finalement se reconnecter à l'humain et au vivant. Et ça peut paraître, encore une fois, peut-être un peu surplombant, mais finalement, c'est la base même de nos relations. Et on le voit à l'heure actuelle avec la crise sanitaire, c'est compliqué de se retrouver. Là, on est obligé d'être en ligne. On voit bien qu'il y a ce besoin aussi à un moment donné de l'humain, et c'est celui-là qui permet d'avoir les initiatives, d'avoir les différents projets, et c'est de pouvoir prendre le temps. Et je pense que la notion du jardinage, c'est vraiment intéressant parce que ça force à être humble par rapport au vivant. On est obligé de prendre le temps. Il faut faire en fonction des saisons, il faut faire aussi en fonction de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on ne connaît pas non plus. Donc on apprend tout au long que l'on jardine. Une année n'est pas la même que celle d'avant et ne sera pas identique à celle d'après. Et donc quelque part aussi cette humilité face au vivant, c'est sans doute une énième clé, si on peut dire. Et il y a un bouquin qui est vraiment bien fait sur cette question-là, qui est sorti cette année de mémoire, de Thibaut Shepman, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Jardinier urbain. Et c'est vraiment intéressant. C'est un livre qui est très pratico-pratique pour le coup. Et j'aime bien une des phrases qui commence le livre, et je m'arrête là-dessus, c'est de dire qu'il faut renverser les imaginaires et que l'on doit se réjouir de pouvoir cultiver là où nous vivons. Et je trouve que c'est tout à fait le point de départ à avoir finalement lorsqu'on envisage cette conception et cette fabrique des territoires, des villes collectivement. Moi, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. Je rajoute aussi à l'échelle du coup toujours pour rejoindre ce que j'ai dit au démarrage, c'est de dire finalement si on savait se réapproprier librement, entre guillemets, toujours avec un certain objet de bon sens, mais l'espace public, il y a quand même beaucoup d'endroits dans des grandes villes, hein, comme Paris ou Lyon, où il y a des gens qui se sont réappropriés un petit peu l'espace public en plantant par-ci, par-là, à l'extérieur de chez eux, sur des gens qui ont des appartements et qui vont mettre un pot de fleurs à côté d'une barrière sur le trottoir, ou qui vont... Enfin, il y a beaucoup d'actes, entre guillemets, civils qui sont venus un petit peu se réapproprier des bouts d'espace public par-ci, par-là. Moi, je trouve ça très beau. C'est à ses limites, et du coup, je te rejoins sur le côté... il faut laisser du temps, et surtout on n'est pas tous connaisseurs de qu'est-ce qui se passe cette année, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, comment avance le climat, quel type de décence irait bien pour pousser sur un trottoir au milieu de Lyon. Et que du coup, entre le côté, toujours cet équilibre entre retrouver une sorte de petite liberté pour pouvoir se réapproprier l'espace public quand on est en appartement et qu'on n'a pas d'espace extérieur, on peut aussi participer d'une façon ou d'une autre à toute cette... à encourager en tout cas la végétation en ville, et le côté accompagnement d'associations comme le Passe Jardin, pour que ces choses-là soient pertinentes et que ces associations puissent faire le lien avec la personne publique qui, elle, va pouvoir asseoir ces démarches-là dans un processus. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. En tout cas, en ville, c'est un vrai enjeu parce que on pourrait retrouver des endroits où on a des espaces extérieurs et où on peut végétaliser des espaces qui ne le sont pas aujourd'hui, en ayant soit les outils, soit la liberté individuelle de se dire je peux aussi le faire, et d'être accompagné. D'accord. Moi, je vais rebondir un petit coup là-dessus aussi, qui est quelque chose que j'aimerais bien voir inclus dans les apprentissages, c'est-à-dire que l'on apprenne aux enseignants à jardiner, non pas pour nourrir toute la famille, hein, pas faire la saison complète, mais quand on n'a jamais jardiné de sa vie, c'est compliqué, même de mettre une petite graine de radis dans un pot. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les écoles, les collèges, les lycées, et à chaque fois, on s'aperçoit que les enseignants, en travaillant ensemble, pourraient parfaitement animer un espace jardin dans une école, même si effectivement, on va vous dire, il y a les vacances et tout, ne serait-ce que planter des pommes de terre qu'on récolte au mois de juin en ayant planté les pommes de terre en mars, ça amènerait déjà les enfants à cette connaissance, et puis ils peuvent très bien repartir chez eux avec
le pot de radis avec les radis dedans. Et ça serait très facile que ce soit inclus dans les formations pédagogiques des enseignants au même titre que les maths et le français, parce que le fonctionnement de l'IESP que je connais, puisque j'ai été dans ce métier-là, ferait que toutes les écoles à Lyon pourraient avoir un espace de jardinage, même s'ils n'ont pas de terre sur place. On peut très bien jardiner dans des cageots. Planter des pommes de terre dans un cajot, c'est absolument possible. On l'a expérimenté et ça marche bien. Mais quand on ne l'a jamais appris au niveau pédagogique, c'est compliqué quand on est enseignant de travailler avec des enfants sans connaître parfaitement le geste. Et là, si des fois le rectorat m'entendait, encore une fois, sur mon cheval de bataille, j'aimerais bien qu'on puisse arriver à le faire. La légumerie et le passe-jardin peut être le professeur à l'IESP pour ça, ça serait très simple. Un petit clin d'œil. Je rebondis là-dessus parce que du coup, donc le Mal du Taureau, Vaux-en-Velin, quartier en transformation urbaine depuis des années, beaucoup de démolitions, donc des grands espaces libres qui sont vides depuis des années. Nous, du coup, en plus de l'espace en tant que tel, du tiers-lieu physique qui est en rez-de-chaussée d'immeuble, on travaille avec un collectif d'architectes qui s'appelle Les Pourquoi Pas, qui travaille sur les aménagements transitoires et qui, du coup, en collaboration avec nous et avec la vie quotidienne, a commencé à aménager un espèce d'espace en extérieur avec un four à pain, avec des tables et des bancs qui ont été co-conçus par des mamans, avec des enfants, etc. Donc un espèce de petit endroit qui aujourd'hui est sur un délaissé, on ne va pas se mentir, sur une sorte de friche, mais qui a commencé à vivre un petit peu et à évoluer avec plein d'initiatives habitantes qu'on a accompagnées, aussi en collaboration avec le GPV, donc le Grand Projet de Ville, qui est un dispositif public pour les quartiers prioritaires. Tout ça pour dire que cette espèce de petit endroit a commencé à vivre un petit peu sur une première thématique de convivialité, parce qu'un four à pain, des tables, des bancs et tout ça. Et on s'est aperçu un jour qu'il y avait un carré potager qui avait commencé à être bêché, entre guillemets. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un professeur, un maître d'école, qui venait avec ses élèves à côté de cet espace-là pour retourner la terre et planter des choses. Et donc, on a discuté avec ce professeur-là, et en fait, on s'est dit, ça, c'est aussi une initiative qui est hyper intéressante. Il y a 3-4 écoles dans le coin. Ce maître-là, il vient. Donc, on a commencé à voir avec lui comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire de cette initiative partie intégrante du truc et pouvoir faire évoluer tout le reste, quoi. Et finalement, la ville, c'est aussi, le service jardinerie, espace vert de la ville, a proposé de chercher des bacs potagers qu'ils avaient dans une cave, on va dire, et de les ressortir pour l'occasion, de les ressortir en disant ils ne servent à rien, on va les mettre là. Donc là, on est sur tout un tas d'ingrédients un petit peu qui viennent de plein de choses différentes, qui sont toujours un petit peu en dehors des cadres, parce que ce maître, je ne sais pas à quel point il pouvait intégrer dans son programme le fait de faire sortir ses élèves, les amener à 200 mètres de sa classe, dans un endroit qui n'est pas du tout balisé. Je ne sais pas à quel point le responsable des espaces verts, quelle ficelle il a pu tirer, ou s'il en avait à tirer pour aller choper les bacs potagers qui étaient dans la cave, etc. Et puis, donc en gros, c'est encore tout un tas de personnes qui mouillent un peu leur chemise ou qui sortent un petit peu des cadres pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, monter des initiatives là où il y a encore des initiatives. Donc je trouve ça intéressant ce que tu disais, François, sur le côté jardinage, et ça rejoint un petit peu le côté transitoire, appropriation, accompagnement et tout ça. C'est une petite illustration. Juste dire, le maître, il avait le droit de se promener avec ses élèves. Il suffit juste qu'on remplisse un papier d'autorisation avec le directeur. Et on peut se promener avec ses élèves et faire des choses en extérieur. Là-dessus, tout va bien. Bon, confinement, plus compliqué. Mais je trouve ça intéressant quand les maîtres d'école, les maîtresses d'école sortent aussi de leurs habitudes, ou se disent ok, il y a un truc à faire, j'y vais, et c'est parfois plus difficile d'y aller que de rester dans sa classe ou de faire des choses plus conventionnelles. Donc je salue aussi ça, mais c'est cool qu'ils aient les billes pour ça, au contraire. Oui, et puis plus globalement, c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi lutter contre les déficits de nature, et en particulier donc sur des villes denses, aussi dans des quartiers qui sont, là tu évoquais là à Vaux-en-Velin,
Les situations sont pas toujours évidentes là dans les espaces privés pour le coup, pour avoir du végétal, pour avoir ça. Alors ces vieux quartiers, puisque maintenant finalement ce sont des vieux quartiers, ont eu le petit mérite à l'époque d'être pensés quand même avec de l'espace vert. Ça vaut ce que ça vaut, mais souvent il y a quand même des arbres. Et on sait que à minima, cet élément-là, c'est important sur l'aspect de la santé, sur l'aspect aussi de l'estime de soi. Il y a de nombreuses études qui le montrent. En France, on est un peu frileux pour faire des études comme ça, mais en tout cas, il y a pas mal d'études qui le montrent. Et c'est vrai que aussi avec les tout petits, mais avec les plus grands également, la question de pouvoir cultiver, même si c'est pas en pleine terre, ce n'est pas grave. C'est déjà ce contact-là. Et nous, c'est vrai qu'avec Résotopia, sur donc le projet que l'on développe à l'échelle de la métropole de Lyon pour pouvoir amener de la biodiversité en toiture, pour arriver à éviter qu'il y ait des ruptures en termes de continuité écologique, et c'est pas toujours évident. On ancre aussi le projet sur une question de pédagogie, et on est en train de finaliser là pour le début d'année prochaine une mallette pédagogique spécifique au projet Résotopia, où dedans il y a des éléments techniques vraiment j'allais dire de formation, d'apprentissage, même s'il faut quand même éviter d'être trop formé, parce qu'à force d'être trop formé, on se déforme quand même un petit peu. C'est important de pouvoir faire aussi, et à travers l'expérience, c'est toujours une bonne chose. Mais voilà, il y a des fiches techniques, et puis en parallèle, il y a également un jeu de plateau assez simple, mais qui permet, peu importe les âges, de jouer aussi collectivement sur des questions qui renvoient à la question de la nature, à la question du social, comment finalement, en creux, on fabrique des espaces partagés en toiture, comment on arrive à créer, à travers la notion de la biodiversité, finalement du commun à l'échelle d'une unité d'habitation, mais ça peut être aussi sur une entreprise ou tout type de bâtiment. Mais finalement, la question de la nature, la question de la biodiversité, et ces échanges-là collectifs créent du commun. D'accord, très Et on bien. peut même aller plus loin, c'est ce lieu justement où le professeur est venu s'approprier un petit coin en sortant de son école avec ses élèves, ça montre aux enfants et ça leur donne envie de respecter les lieux qui sont plantés après, de respecter, parce qu'ils auront vécu émotionnellement des choses tellement chouettes qu'après, ils ont envie de retrouver ça. Et plus tard, ils continueront. Moi, je vois au collège, un des collèges où je travaille, ça faisait hurler les professeurs parce que ce que les collégiens aimaient bien, c'était promener leurs copains dans la brouette. Et les profs me disaient, non, mais ils font n'importe quoi. Je dis, mais non, ils se lâchent, ça leur fait du bien. Donc, effectivement, de retrouver un peu l'émotionnel des choses incroyables, faire récolter des pommes de terre à des enfants, vous les envoyez dans le jardin et vous leur dites, on va aller chercher les pommes de terre, donc forcément, ils cherchent les pommes de terre, et d'un seul coup, vous tirez un plan, et il y a 5-6 pommes de terre au bout, au niveau des racines. C'est vrai que là, vous avez la classe complète qui se jette sur le terrain, qui gratte avec les doigts et qui cherche les pommes de terre. Et ça, c'est vraiment de l'émotionnel de base que l'enfant gardera toute sa vie. Et c'est enfant qu'il faut commencer. Parce qu'effectivement, les générations d'aujourd'hui sont très, très éloignées de tout ça. Et c'est quelque chose qu'il faut leur faire revivre absolument. Oui, je suis bien d'accord avec ça qu'il faut faire revivre tout ça. Et du coup, on a une question de Camille qui demande quels impacts vous voyez à la crise sanitaire du corona dans vos projets, donc les impacts de cette crise sur les solidarités citoyennes et sur la question de la nature en ville. Peut-être déjà tout simplement dire que du fait de ce qui s'est passé en mars et de ce qui a recommencé maintenant, il y a tout simplement des projets qui s'annulent, il y a des projets qui sont reportés, il y a une prise de temps plus importante maintenant pour pouvoir se projeter. Donc c'est déjà de manière très, très globale, ça impacte très fortement la possibilité de faire, en tout cas.
Et donc, de fait, sur la question de la citoyenneté et comment est-ce qu'elle se met en œuvre, surtout quand on est, nous, dans le cadre de Réseautopia, nous, c'est de l'aménagement physique quand même en toiture. Donc là, le numérique ne peut pas tout. Le numérique permet éventuellement sur des phases préalables, puisqu'on fait des études, ensuite on a des temps participatifs, on peut aller jusque-là, mais on va aussi dans la co-construction des éléments qui se font sur la toiture et la co-construction matérielle. Donc ça, on ne le remplace pas et on n'a pas pour ambition de mettre des imprimantes 3D sur une toiture pour que ça se fasse tout seul. L'idée, c'est quand même qu'il y ait ce partage et qu'il y ait aussi ce plaisir d'aménager ensemble pour s'approprier ces espaces-là. Donc l'impact, il est vraiment réel, il est direct. Et sur la question de la nature, eh ben, on sent bien qu'il y a une remontée d'un besoin d'accès plus important à des espaces de nature et pas forcément des espaces très grands, puisque, encore une fois, à l'échelle de la métropole de Lyon, on peut avoir des espaces relativement grands de nature, mais c'est d'avoir vraiment cette notion de la proximité et se dire que à proximité de chez soi, voire chez soi même, en tout cas sur son rebord de fenêtre, d'avoir aussi cet élément du vert, parce que quelque part, petit à petit, on arrive à comprendre que c'est pas juste pour faire joli, c'est aussi parce qu'il y a la question du vivant et quelque part on se reconnecte. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je crois qu'il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à la terre, au vivant, à finalement tout cet écosystème et à ces organismes qui font que aussi on est là, quoi. Alors du coup, sur la question de l'impact du Covid et du confinement, pour nous, on va dire notre cœur d'activité ou notre porte d'entrée, c'est l'accueil de l'espace. C'est un espace ressource, c'est un espace qui est ouvert tous les jours, c'est un pied d'immeuble dans un quartier prioritaire où les rez-de-chaussée ne sont pas très vivants en général. On a ouvert l'association il y a 5 ans, donc on était sur le terrain depuis un peu plus longtemps que ça. Mais du coup, il y a toute une construction de convivialité, de réseaux de voisins, etc., qui avaient l'habitude de passer la porte, de faire des choses et tout ça. Et en fait, là, cette année de pseudo un peu fermeture, parce que du coup, on n'est pas ERP, mais on accueille du public, en fait. On accueille la personne qui passe pour prendre un café, pour dire bonjour, pour nous apporter des crêpes mille trous, des choses comme ça. Et bah, du coup, tout ça, ça a été un peu coupé dans un élan où on est arrivé un peu à une phase où la vie normale, l'association fait partie du quartier. C'est un espace où les gens rentrent librement et c'est comme ça que naissent un petit peu des projets, des initiatives, des envies, des besoins que nous, on peut soit accompagner, soit rediriger, soit... Et effectivement, là, le Covid a un peu fait faire un peu machine arrière à tout ça, donc il va falloir un peu reconstruire toute cette dynamique. Après, pour le premier confinement, il y a eu aussi, nous à l'association, on a essayé de garder des liens, en tout cas avec les bénévoles habitants, mais la fracture numérique est assez forte aussi dans ces quartiers-là. Du coup, arriver à former à distance des gens pour faire des visios sur des supports qu'ils n'ont pas forcément à la maison, c'est pas tout à fait évident. Du coup, effectivement, pour des initiatives comme les nôtres, où on est plutôt sur du contact physique en fait que du numérique, le Covid a quand même freiné pas mal de choses, en vrai. Donc, on espère qu'on va pouvoir reconstruire tout ça sur de nouvelles dynamiques, mais voilà, ça a un peu changé la donne. Voilà. Par rapport à la légumerie, on a eu vraiment beaucoup de difficultés au jardin de Gerland parce que lors du premier confinement, c'était le moment où on faisait les semis, ensuite où on faisait les repiquages avant de mettre en terre. Et le fait que les personnes qui habitaient à plus de 1 kilomètre ne pouvaient pas venir jusqu'au jardin, on a dû vraiment mettre en lien les personnes qui étaient proches. Et celles qui étaient plus loin ont fait un petit peu leur semis et fait leur repiquage aussi chez eux avant de tout amener au jardin. Donc, il y a eu quand même un bel élan dans la mesure où ce jardin fonctionne depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, ça a permis effectivement que le noyau de base puisse arriver
à se mettre en connexion ensemble pour pouvoir installer le jardin correctement une fois que le confinement a été terminé. Mais effectivement, la fracture numérique était importante aussi parce qu'on a des personnes qui n'ont que leur téléphone portable. Donc, il faut être sûr que ceux qui sont en possibilité d'être en lien numérique pensent aussi à passer un petit coup de fil à la personne qui a juste son téléphone. Et donc là, ça demande encore un travail sur le lien social important parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir son numérique qu'on souvent les personnes ne pensent pas que c'est inexistant pour d'autres. Et puis autre chose de compliqué pour la légumerie, ben, c'est ces ateliers de cuisine où effectivement on travaille le légume et le fruit bio, local, en circuit court dans des recettes du monde entier, a fait que ben, on ne peut pas cuisiner ensemble, on ne peut pas effectivement montrer, faire avec les gens pour qu'ils comprennent comment fonctionne une recette. Donc des tutos ont commencé à être mis en place avec des vidéos. Il a fallu s'adapter aussi à ça parce que c'est pas du tout la légumerie. La légumerie, elle est sur le terrain et elle fait avec les gens. Et puis, on a aussi envoyé des recettes sur les réseaux sociaux où les gens peuvent voir les quantités et le déroulé complet de la recette. Mais très honnêtement, ce n'est pas du tout notre façon de faire et on ne se sent pas vraiment bien avec ça. Donc, on espère que très vite, on va se retrouver sur le terrain parce que recevoir sur numérique, d'abord fracture numérique, hein, revenons bien là-dessus, et puis l'émotionnel, alors là, il est complètement coupé et on n'est pas sûr que ça donne envie aux gens de continuer à décliner le butternut dans des recettes du monde entier si on ne l'a pas travaillé émotionnellement en même temps. Et peut-être juste pour revenir sur ce que dit Françoise, et c'est vrai, il y a cette fracture numérique et quand même cette situation depuis un an, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, mais elle démontre encore plus cette fracture territoriale et cette fracture environnementale, naturelle, de cet accès finalement à la nature. Et on voit que c'est quand même, si on parle de la métropole de Lyon, le phénomène de métropolisation des territoires a un effet très négatif. Très négatif parce que ça n'a pas été pensé pour l'accès à la nature, pour les relations interpersonnelles. Ça a été pensé pour le travail, pour l'organisation de la finance, enfin voilà, dans un modèle quand même clairement néolibéral. Et quelque part, on est vraiment à un moment de l'histoire de la conception des territoires où il faut repartir non pas de zéro, mais vraiment aller sur d'autres chemins. Et ces chemins-là, ils sont pluriels, ils sont multiples. C'est sans doute la différence du modèle néolibéral et capitaliste qui est quand même très auto-centré et monorail, j'ai tendance à dire. L'avantage, c'est de se dire, on a besoin à l'échelle d'un territoire de métropole qui est très diversifié, de pouvoir démultiplier différentes manières d'accompagner justement cet accès, notamment à la nature. Et on l'a vu, ça crée quand même d'énormes problèmes sur cette histoire, oui, du fameux 1 kilomètre autour de chez soi. Ça pose vraiment question. Et moi, ça me faisait penser à une anecdote qui remonte en 1973. C'était le ministère de l'Environnement, tout nouvellement créé, qui avait fait une étude pour savoir qu'est-ce qui était le minimum vital, fonctionnel, par rapport aux besoins des personnes en termes d'espace vert. Et ce minimum vital, il était considéré de 10 mètres carrés par personne dans un rayon de 10 minutes pour se déplacer. Voilà. C'est assez intéressant quand on recompare par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Et on voit que nos villes, finalement, n'ont pas été bâties sur cet enjeu-là, sur cette préoccupation-là, qui devrait être quand même, non peut-être pas la première, mais en tout cas parmi les premières. Voilà. Il faut sans doute qu'on arrête de raisonner aussi sur juste un enjeu, un objectif. C'est pluriel. Et puis on peut dire, bon, la Croix-Rousse, on a pas mal de squares, de parcs, bon, c'est un lieu qui est quand même agréable.
eh bien, malgré tout, les personnes qui viennent au jardin trouvent qu'on est sur une autre dynamique aussi, c'est-à-dire qu'on fait des choses ensemble. Si vous allez au parc qui est à côté, à part ramasser des feuilles, regarder les marrons qui tombent et chercher les écureuils et les oiseaux dans les arbres, on est très vite limité et on n'a pas effectivement ce bonheur d'avoir co-créé quelque chose avec ses voisins qu'on va revenir voir régulièrement. Et donc, moi, je partirais du principe qu'au bas de chaque immeuble doit être obligatoirement installé un jardin partagé. Et on fait venir les écoliers d'à côté qui viendront jardiner dans ce jardin. Et du fait que les écoliers sont là, les parents vont être obligés de se connecter entre eux aussi. Et donc, ça va amener des adultes qui vont se connaître, parce qu'on sait très bien que l'agressivité entre adultes vient du fait qu'ils ne se connaissent pas. Discuter du bruit de la télé du voisin quand on est dans le jardin n'a rien à voir avec discuter de la télé avec le voisin dans son escalier parce que ça nous aura empêché de dormir. Le fait d'être dans le jardin va quelque part un petit peu arranger aussi ce problème-là. Et on arriverait à un fait de société où effectivement l'agressivité entre les gens diminuerait parce que les gens auraient quelque chose à construire ensemble qui serait autour du jardin. Bon, je parle beaucoup du jardin, mais c'est parce que moi, j'ai eu la preuve que ça a dénoué beaucoup de problèmes, nous, dans cette barre d'immeubles, où maintenant, tous les habitants se parlent et tout. On a même la fête des voisins, alors qu'avant, ça n'existait pas. Et ça, on le doit au jardin, qui est fermé aujourd'hui, certes, mais les connexions entre les gens sont restées. Oui, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de travailler il y a quelques années pour une association pareille qui implantait des jardins partagés dans des quartiers prioritaires et on voyait vraiment qu'il y avait cette notion d'apaisement du lien social qui allait avec les jardins partagés. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir ça. Et j'avais une petite question un peu plus par rapport à vos points de vue personnels et votre expérience à vous. Est-ce que vous pensez que le changement d'équipe politique avec les Verts dans la nouvelle municipalité va pouvoir changer quelque chose et faire un petit peu plus avancer cette multiplicité d'initiatives et cette diversification des initiatives citoyennes et solidaires? Déjà, la réponse, elle est forcément oui sur la question du volontarisme politique. Après, ça ne veut pas dire que les résultats seront là. Mais en tout cas, en termes si on peut dire, de programmation de l'agenda politique, de qu'est-ce qu'on va mettre en avant et en priorité, je pense qu'il y a quand même de l'espoir à avoir là-dessus. Il y a sans doute cette ouverture aussi d'esprit, cette capacité à se dire on peut expérimenter, on peut oser, on peut tenter. Ça ne veut pas dire que ça va être à 100% différent de ce qui a été fait avant. Je ne crois pas, moi, à cette espèce d'opposition-là, mais je pense que ça va être l'occasion de pouvoir tester des choses qui ont été demandées depuis de nombreuses années et aussi de voir quelque part, là, vraiment, in vivo, comment ça prend et comment ça ne prend pas. Mais ça ne pourra pas se faire, de toute manière, sans la population. Ce sera pareil. C'est-à-dire que si la population ne suit pas dans certaines initiatives qui pourraient être proposées au niveau institutionnel, ça ne fonctionnera pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut ce double mouvement, ce balancier. Et c'est en ça que j'ai cet espoir-là, je suis plutôt optimiste là-dessus, de me dire que les demandes qui vont être émises de par la population auprès des exécutifs nouveaux sur on veut davantage essayer de faire et toujours un petit peu plus en faveur de la question de la nature, je pense que là ce sera écouté et que le dialogue sera mis en place pour que ça puisse se réaliser. Après, je crois qu'il y a quand même déjà des choses qui sont en train d'évoluer. Et ça fait peu de temps, mais je pense que oui, ça va quand même changer la donne. Et j'y reviens encore là-dessus. Je pense que c'est quand même le modèle économique qui définira grandement les évolutions ou non sur la manière dont on peut faire la ville. Ouais, je rejoins carrément ce que dit David. Effectivement, il va y avoir peut-être une souplesse plus affichée sur la liberté d'initiative, on va dire, ou en tout cas d'accompagnement. En fait, je vais redire ce que tu viens de dire, mais je pense qu'effectivement, l'enjeu va être plutôt de comment est-ce qu'on inscrit ça dans le long terme et donc assurer un modèle économique qui va derrière, pour que quel que soit, là, entre guillemets, le modèle politique qui va venir derrière, on puisse assurer la continuité de ces choses-là, en fait.
Donc je rejoins sur la question du modèle économique sur lequel tu as terminé, mais je pense que c'est ce qui va assurer la question du long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, sur un mandat vert, effectivement, il va y avoir pas mal de liberté, probablement, en tout cas de souplesse sur les propositions qui peuvent être faites, le droit d'expérimenter. Après, l'enjeu va être sur l'accompagnement et l'intégration dans des échelles plus grandes ou plus longues, ou sur une temporalité plus longue. Voilà. Actuellement, on est sur un projet d'installation de vergers urbains. Et donc, on a eu le projet qui a été mis en avant, mais par contre, le Passe-Jardin émettait l'idée que installer des vergers urbains, c'est quelque chose, mais il faut vraiment avoir les habitants autour de ce verger qui soient partie prenante du projet. Il y a tout un accompagnement à faire, parce que si on installe des arbres fruitiers sans avoir un accompagnement de l'humain, parce que l'humain est urbain, hein, on est toujours dans ce milieu urbain, effectivement, on va arriver à avoir des arbres qui seront abîmés au moment des récoltes parce que les gens n'ont pas appris à cueillir. Ce n'est pas qu'ils vont dégrader, c'est qu'ils n'ont jamais appris à cueillir un fruit, à savoir comment tailler un arbre. Donc, il y a tout un accompagnement à faire sur le verger urbain. Et donc, on espère bien que la ville de Lyon et la métropole vont écouter un petit peu ce qu'on leur a écrit, de manière à ce que l'on puisse effectivement avoir un rendu efficace sur du long terme. Parce que sinon, dans 5 ans, les vergers, ils seront complètement dégradés dans la mesure où on ne sait pas se servir comme il faut les utiliser correctement. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on accompagne, nous, les politiques, dans leur prise, nous, associations, dans leurs envies de faire, parce qu'effectivement, ils ont des envies de faire. Moi, j'ai eu quelques réunions avec les nouveaux politiques. C'est vrai qu'on est bien accueillis, c'est très agréable. Et puis, on a quelque part un peu l'impression de parler sur des mêmes thématiques, avoir les mêmes visions de certaines choses. Mais il faut qu'on les alerte chaque fois qu'ils font quelque chose sur les potentiels problèmes qu'on peut trouver après, parce qu'eux aussi sont nouveaux pour certains en tant que politique sur la métropole et la ville de Lyon. Et donc, nous, on y travaille, nous, associations, depuis longtemps. Et il faut vraiment qu'on se tienne tous la main et qu'on n'ait pas peur de les alerter en disant parfait, votre projet, mais attention, il va falloir être vigilant sur ça et peut-être allonger un peu la sauce de votre projet en y intégrant telle ou telle façon de faire pour que tout se passe bien. D'accord, super, merci beaucoup à tous. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser dans le chat? Ou si vous avez quelque chose à rajouter Il ne semble pas y avoir de questions. Moi, je veux bien vous raconter encore une petite histoire, toujours dans ce quartier de la Croix-Rousse, où quand je suis arrivée en fin 2013, en intégrant le jardin de la Légumerie, nous avions un bac de compost. Et donc, je m'étais inscrite au conseil de quartier du lieu pour également pouvoir être un petit peu intégrée vraiment au quartier, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. J'arrive dans un lieu, je m'intègre. Donc, je trouve toutes les solutions pour m'intégrer, apporter mes compétences, prendre d'autres compétences et puis dire bonjour aux gens que je croise. Et il y avait là, dans ce conseil de quartier, une personne qui était vraiment très opposée au bac de compost. C'était quelque chose d'insupportable pour cette personne qui disait « mais ces vieux fous qui font pourrir des épluchures, qui attirent les rats et qui puent ». Et c'était vraiment un truc, à chaque fois quand cette personne passait vers le jardin,
J'avais droit au regard qui tue, enfin, il y a vraiment tout, mais à chaque fois, je restais très polie, je disais bonjour et puis j'invitais à rentrer. Et un jour, cette personne est entrée et a passé la moitié du jardin et puis elle est ressortie, un peu dubitative. Et après, deuxième entrée, cette personne est allée jusqu'au bac de compost, et puis en sortant, cette personne m'a dit: «Eh ben, en fait, je crois que je vais vous appuyer au conseil de quartier parce que c'est vraiment chouette ce que vous faites et c'est vrai que votre bac de compost, il sent juste quand, une fois tous les mois et demi, vous le sortez complètement du bac pour le retourner et ça ne dure qu'une demi-journée, le temps que vous le retravaillez pour que tout aille bien. Maintenant, on est très amis et cette personne a très envie qu'on fasse installer un bac de compost dans notre immense barre de 100 appartements de l'immeuble. Donc comme quoi tout est possible. Il suffit juste de montrer que c'est possible de le faire. D'ailleurs, c'est ce que Mark Twain a dit. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose dans ce qu'on veut faire dans les métropoles. C'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment en tête. C'est qu'il suffit de faire. On est peut-être décrié, c'est pas très grave, mais à force de faire et de montrer que c'est possible, on est suivi après. Et ça, là-dessus, c'est vraiment chouette parce que moi, j'arrivais de la campagne quand même. Donc, j'avais mon propre potager. J'avoue que j'ai vraiment plaisir à jardiner en ville et si on veut le faire, c'est vraiment possible et on peut être appuyé très facilement. Merci beaucoup Françoise pour le partage de cette expérience très très chouette. Et du coup, il y a une question de Mupuvu93 qui demande, un peu en écho à ce que vous venez de raconter, comment faire en sorte de susciter l'intérêt des habitants pour des projets de jardin urbain et que vraiment toutes les catégories sociales soient intégrées à ce projet et pas seulement les catégories favorisées comme on peut avoir l'habitude parfois de le voir dans certains projets. Oui, Alors, vas-y, vas-y. François. Oui, peut-être là, citez-nous ce qu'on fait avec Réseautopia. En tout cas, on essaye de le faire de cette manière-là, sur la question de la participation citoyenne. Mais peut-être le préalable à dire, c'est que on ne pourra pas avoir tout le monde. Ne serait-ce que pour la simple et bonne raison qu'il faut respecter aussi que des personnes n'aient pas envie de participer. Et je crois que l'injonction à la participation, il faut faire très attention avec ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens sur le bord de la route. Pas du tout. Mais parfois, la simple observation, c'est une forme de participation. Donc déjà, avant même de... Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait dans les projets qu'on peut accompagner ou qu'on peut faire nous-mêmes, c'est d'être très vigilant là-dessus. C'est-à-dire que la participation, elle est finalement très variable et elle est très plurielle. Donc, comment on fait? Je ne pense pas qu'il y ait de recettes miracles. C'est d'être à l'écoute, d'abord. C'est surtout de ne pas reproduire les modèles descendants. On parle d'urbanisme depuis maintenant 1 heure et quart. Ne faisons pas de l'urbanisme descendant, parce que là, c'est sûr qu'on ne prendra personne et on ne prendra que les initiés. Comment faire ensuite quand on a dit ça? Nous, au niveau de Réseautopia, au niveau d'Atelier Capacité, dans le cadre de Réseautopia, ce qu'on propose, c'est vraiment une démarche où le préalable, c'est d'avoir une phase d'étude, mais une phase d'étude au sens large. Étude aussi bien sur la dimension technique, la dimension de faisabilité financière, bon, très bien, mais aussi une étude sur comment est-ce que les personnes qui font un petit peu appel à nous, ou dans le quartier où on pourrait être, comment est-ce qu'elles auraient envie de s'intégrer ou pas. Et on enclenche une deuxième phase qui commence la participation avec ce que nous on a appelé la mise en récit, la mise en mots en fait du projet. Et c'est-à-dire que chaque individu vient avec ses connaissances et fait part en fait de ses envies. On n'est pas sur une dimension là technique, de connaissances ou quoi. C'est voilà moi ce dont j'ai envie. Voilà quand j'entends le mot biodiversité en toiture, ça me fait penser à ça, ça, ça et ça. Ou alors ça peut aussi me faire penser à rien du tout, ou ça peut me faire peur. Enfin, qu'importe. C'est le temps du récit. Et ça permet d'avoir ensuite une base commune. Et à partir de cette base-là, c'est de le travailler vraiment après sur des ateliers dits participatifs qui sont plutôt sur de la dimension thématique ou de la conception, on va dire, on va créer un peu d'intellect dessus, c'est comment est-ce qu'on va arriver à décider ce qu'il va y avoir sur le toit. Et après, on a un temps de co-construction matérielle, physique, ce que j'évoquais tout à l'heure,
où là, c'est tout un chacun, tout un chacune, même potentiellement peut-être des gens qui n'ont pas été là au début de l'aventure, hein, qui peuvent venir. Et physiquement, ça veut dire qu'il y a une marque aussi dans l'appropriation et ça garantit une forme de pérennité du projet. Et quelque part, la participation, elle peut aussi se percevoir post-projet. Peut-être quelqu'un qui n'aura pas du tout participé à tous ces temps d'avant, et on peut prendre ça par exemple dans le cadre d'un projet qui se ferait en toiture, hein, d'un habitat, je veux dire, collectif. Eh bien, les gens sont locataires, ils peuvent rester quelques années puis s'en aller. Et le projet, lui, il a vocation à perdurer. Comment on fait ensuite pour réintégrer les gens dans un projet? C'est toutes ces choses-là, et je pense quand même que le préalable, c'est de ne pas à tout prix vouloir faire participer pour faire participer. Il faut faire aussi attention là-dessus, parce que ça peut générer quelques freins. Et je crois que l'exemple tout à l'heure de Françoise, il répond complètement à ça, c'est-à-dire des personnes qui, a priori, ou en tout cas, sont opposées à toute forme de projet, et qui, avec le temps, parce qu'on leur laisse le temps, parce qu'on les respecte, eh bien, peuvent venir. Et quelque part, ça fait boule de neige parce que la personne va en parler à sa voisine, à son ami, à sa sœur, à son frère. Enfin, voilà. Et c'est comme ça que ça peut aussi se faire. Du coup, je rebondis. Je ne sais pas si Françoise voulait reprendre la parole direct. Ça marche. Par rapport à ça, moi, je rejoins aussi cette notion de temps toujours. Je plus sois à mort la question de ne pas vouloir à tout prix que tout le monde participe. C'est quelque chose qui est vraiment qui est une question que que tous les processus, encore une fois, demandent, le côté quantitatif, etc. Et en fait, parfois, avoir 3 personnes qui sont un noyau dur, de personnes qui ont envie de faire des choses, ça aura autant d'impact que s'il y avait 40 personnes sur un projet, des gens qui viennent et qui partent, etc. Nous, du coup, à Bricologie, on s'est mis dans une posture de plus ou moins, entre guillemets, réceptacle, on va dire. Les gens passent, ils viennent avec un besoin, une envie, un projet, quelle que soit la chose avec laquelle les gens arrivent. Là, pendant 3 ans, pendant 4 ans, on a été sur une posture de la personne vient avec ce qu'elle a apporté et on fait, entre guillemets, pas du cas par cas, mais il y a une question de mise en lien, il y a une question de redirection, il y a une question de dire, OK, bah, cette personne-là, elle vient parce c'est une personne qui est isolée et elle voit qu'elle peut venir prendre un café. Elle va prendre un café, elle va prendre un deuxième café. Après, elle va rencontrer une autre personne qui, elle, a très envie de monter un jardin partagé. Et en fait, on met en place tout un tas de ressources. C'est pour ça qu'on s'appelle un espace ressources. On met en place comme un espèce de terreau, donc un espace d'accueil, un atelier de bricolage bois qui est ouvert à des permanences. Donc les gens viennent avec leurs envies, leurs besoins, leurs projets, et on les accompagne. On fait aussi espace de coworking, donc il y a des professionnels, un ébéniste, des architectes, une ingénieure mécanicienne. Il y a des compétences un petit peu en lien avec l'amélioration du cadre de vie qui sont là tous les jours. Donc en fait, une personne qui passe la porte va trouver soit une réponse, soit un accompagnement, soit en tout cas, elle va trouver quelque chose et on n'est pas arrêté sur un cadre particulier. Ça a donné déjà beaucoup de choses qui se sont faites. On pourrait dire un petit peu comme si on n'avait rien fait pour ça. Les choses se sont faites toutes seules. Mais voilà, après, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on met en place des ressources, les gens viennent, et en fait, au regard de ces ressources, ils trouvent d'autres gens avec qui ils montent des projets. Et c'est ce qui a fini par se passer un petit peu autour de cet espace extérieur, où il y a des gens qui sont arrivés sur le côté four à pain, donc en terre pisée. Donc c'est une méthode un peu ancestrale. Donc il y a des gens qui connaissaient cette méthode-là. Il y en a qui étaient plutôt techniques. Il y en a qui étaient plutôt sur le côté, c'est un four en terre. J'avais ça aussi au bled. Je sais comment on fait cuire du pain là-dedans. Il y en a qui étaient là plutôt sur le côté, il se passe des choses dehors. Il y avait des gamins. En fait, tout le monde rentre par des portes d'entrée différentes, avec des sensibilités différentes et des besoins différents. Et en fait, on s'est rendu compte que de mettre en place une espèce de ressource sans se dire, nous, on n'a pas de projet, entre guillemets. Notre projet à nous, c'est d'avoir une liberté, entre guillemets, d'esprit, une ouverture ou une posture, entre guillemets, ouverte, pour que les gens puissent trouver chez nous un espace où ils peuvent aller plus loin dans leurs besoins, leurs projets, leurs envies. Il y en a qui vont venir à l'atelier, qui vont faire leur projet, qui vont partir. Il y en a qui vont venir à l'atelier, qui vont faire un projet, et en fait, ils vont aussi venir prendre un café, et puis ils vont rencontrer un des occupants avec lesquels il va commencer à travailler sur un autre projet. Et en fait, c'est cette espèce de posture de dire, nous, on n'a pas de projet, mais on met en place plein de choses, plein de petites choses, et les gens les attrapent s'ils ont envie de les attraper, et après, on les accompagne à faire. Voilà, nous, ça a été notre posture, en tout cas, pendant 4 ans, et ça a donné quelque chose assez belle. Donc, peut-être qu'en termes de quantitatif, on n'a pas fait 40 projets par an, on n'a pas accompagné 40 projets par an, mais ça a quand même fait 4 événements de quartier qui ont été portés par des habitants qui viennent
d'endroits hyper différents, à la fois de Vaux-en-Velin, à la fois d'ailleurs, sur des ateliers bois, faire des événements où il y avait des choses très très différentes qui se passaient, de l'ordre de la convivialité, de la technique et de l'urbanisme. Voilà, parce que ça fait une espèce de rencontre de gens un peu différents. Et par rapport au fait de la question de comment est-ce qu'on suscite l'intérêt, du coup, notre posture à nous, ça a été ça. Ça a été de dire on a une espèce de champ d'action général qui est l'amélioration du cadre de vie physique. Donc, c'est quand même très, très général. Et en fait, du coup, quand les gens viennent, c'est tellement général et puis il y a différentes ressources qu'on propose que finalement, les gens peuvent trouver quelque chose. Et de ce petit quelque chose, ils trouvent un autre quelque chose. Voilà. Moi, je voulais revenir sur le fait que ça reste parfois un peu ouvert à des personnes qui sont connectées à tout ça. Pas du tout. Si on est sur du jardin partagé, on peut arriver à toucher tous les publics. Et notamment, nous, on travaille en cuisine avec un organisme qui est le SAMSA, qui accompagne des personnes en grande fragilité psychiatrique. Moi, j'ai un souvenir, il y a 4 ans, donc on reste à peu près toujours avec le même groupe, mais il y a 4 ans, ils épluchaient une demi-carotte et ils étaient épuisés et ils n'allaient pas plus loin. Aujourd'hui, à force de faire des ateliers ensemble, de déjeuner ensemble après avec eux et qu'eux soient tous ensemble aussi, fait qu'ils sont là avant nous, ils attendent la camionnette, ils nous aident à décharger la camionnette, ils n'oublient pas qu'il faut faire la vaisselle, il n'y a plus besoin de leur dire. Et puis, ils installent la table, ils mettent la table, on peut avoir droit à un bouquet de fleurs et tout. Et ça, c'est le travail de longue haleine. Hein. Il a fallu quand même beaucoup d'années pour arriver à ce que ces personnes reprennent confiance en elles et retrouvent le goût de faire des choses sans avoir l'impression d'être immédiatement fatiguées à cause de à cause de tous les médicaments qu'ils peuvent prendre derrière pour se trouver mieux. Et ça aussi, je pense qu'avec tout public, on peut travailler si on est sur des thématiques où on peut arriver à ne pas les stigmatiser tout de suite. Comment ça, là, l'autre, il est épuisé là, avec sa demi-carotte. OK, il est épuisé avec sa demi-carotte épluchée, bah, tant pis. Et la fois d'après, eh ben, il va vous dire j'ai fini là, qu'est-ce que j'épluche maintenant? Parce que la confiance est revenue. Et ça, le faire ensemble permet aussi à ces personnes en fragilité de retrouver goût de faire les choses. D'accord, super. Il y a Jade Tribu qui demande est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de projet urbain à Lyon ou dans une autre ville qui, selon vous, a intégré les habitants dans chaque phase du projet jusqu'à la phase chantier, donc une réelle construction? Vous avez déjà du coup répondu un petit peu à cette question à travers vos exemples, mais est-ce que vous souhaitez rebondir encore une fois dessus? En fait, c'est compliqué de répondre dans le sens où, moi, je crois comprendre le terme de projet urbain, mais ça dépend de quel projet urbain on parle. Là, quand je vois jusqu'en phase chantier, j'ai l'impression que c'est plutôt le projet urbain un peu lourd, quoi, un peu type ce qu'on appelle zone d'aménagement concerté dans le jargon. Mais après, si on est sur la notion d'un projet qui s'inscrit dans de l'urbain, je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a sans doute peu lorsque on revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Enfin, en tout cas, moi, ça c'est mon point de vue. Ça dépend les professionnels qui sont engagés dans le projet. Moi, je pensais, par exemple, à l'îlot d'Amarante, place Mazagran. Pour moi, ça, c'est un projet urbain. On pourrait le rattacher à un projet urbain qui intègre justement les habitants. Il est même né des habitants qui avaient aussi des compétences. Bon, mais quelque part, après, derrière, il y a eu aussi des conflits au niveau politique, etc. Bon, mais sur des projets vraiment de renouvellement urbain ou de choses comme ça, je vois pas un projet qui, de bout en bout, intègre les habitants. Il y a des phases. Puis après, qu'est-ce qu'on entend par intégration? Est-ce que c'est juste le cadre légal? Parce que ça, il y a un cadre légal qui existe. C'est la concertation, l'information, tout au long d'un projet. Donc en soi, la loi, c'est le Code de l'environnement qui gère ça, estime que pendant tout un projet urbain, les habitants sont intégrés d'une certaine manière, puisqu'ils sont informés et peuvent contribuer, prendre de l'info, etc. Après, voilà, ça dépend jusqu'où on met le curseur. Est-ce qu'on met le curseur jusqu'à de la codécision? Ça, ce serait intéressant. Moi, c'est un peu
mon vœu professionnel. J'aimerais bien qu'un jour on arrive à justement des projets urbains qui soient dans de la codécision entre les élus, les professionnels, les habitants, etc. Après, je pense que c'est une question qui nécessiterait plus de temps que ça, et j'ai déjà été long. Mais après, c'est de quel projet urbain on parle, aussi avec quel habitant. Est-ce qu'il y a déjà de l'existant ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que faire de la participation sur un lieu où il n'y a pas encore d'habitants, c'est compliqué. Ben voilà. Je pense que mais en tout cas, un projet comme ça qui de bout en bout intégrerait, j'en ai pas ma connaissance. Je suis désolé. Moi non plus, à l'échelle urbaine, vraiment, à l'échelle du quartier, comme on entend, comme tu dis, les AC, les zones d'aménagement concerté ou de renouvellement urbain, moi non plus. Après, moi j'ai 2 projets en tête, on va dire d'envergure, mais qui sont plutôt de l'ordre de soit un bâtiment, soit une rue. Donc il y a eu ce projet à Boulogne-sur-Mer où l'État voulait, c'était une rue avec 64 logements, 64 maisons, bourrées d'amiante, et donc renouvellement urbain. Donc là, c'était un projet de renouvellement urbain en tant que tel, où l'ANRU, qui est donc le dispositif national qui gère le renouvellement urbain, avait décidé initialement de raser ces maisons-là, qui étaient occupées, et de les reconstruire. Et du coup, il y a eu une proposition qui a été faite de ne pas faire cette démolition, mais plutôt de travailler sur l'amiante, sur les logements, avec les gens en site occupé. Et donc, le projet de prendre 8 mois a pris 3 ans, a coûté finalement moins cher que si ça avait été démoli et reconstruit. Et surtout, les habitants ont été impliqués dans ce projet par les clauses d'insertion dans les chantiers, dans les entreprises qui ont répondu au marché public. Et il y a eu toute une dynamique collective qui a été menée pendant ces 3 ans. Donc c'est une échelle de 64 logements. Donc c'est pas forcément une échelle de quartier urbaine comme on peut l'entendre, mais de A à Z. Les gens ont été impliqués dans le choix de... Leur maison a été complètement refaite. Elles ont été ce qu'on appelle encapsulées par rapport à l'amiante. Et ensuite, la faïence, la peinture, les sols, etc. ont été refaits. Et du coup, les gens ont choisi tous leurs matériaux et ont participé au chantier de ces matériaux, de la mise en œuvre. Donc, voilà, ça c'est un projet qui doit avoir presque 8-9 ans ou 10 ans maintenant, qui était probablement un des premiers projets à être aussi géré comme ça. Et le deuxième exemple que j'ai, donc là c'est à l'échelle d'un bâtiment, c'est la même personne qui a chapeauté ces 2 projets. C'est à Rennes avec l'hôtel Pasteur. Donc c'est un bâtiment public, initialement une école dentaire, université dentaire ou pharma, je ne sais plus, au cœur de Rennes. L'école a fermé il y a quelques temps, il y a plusieurs années, et du coup le bâtiment était vide. Et le projet initial était de faire un musée de la dentition, un truc comme ça. Et c'est pareil, il y a une contre-proposition qui a été faite de laisser ce bâtiment ouvert au public pendant près de 5 ans, avec des occupations d'université, les pompiers qui venaient faire des formations de secourisme, les étudiants qui sont venus faire des cours, des écoles de danse qui sont venus faire des performances ou des cours. Enfin, il y a toute une occupation pendant 4-5 ans comme ça, avec en gros comment est-ce qu'on teste ce bâtiment, qu'est-ce qu'on en fait de ce bâtiment, et comment est-ce qu'on crée une programmation après coup. Donc c'est une occupation temporaire pour le coup, c'est une occupation temporaire d'un bâtiment public, mais là les professionnels engagés dans ce process ont beaucoup joué là-dessus. Enfin voilà, ils ont aussi une souplesse. Et effectivement, c'est Sophie Ricard qui gérait les 2 projets, donc le projet de Boulogne-sur-Mer et de l'hôtel Pasteur. Et là-dessus, en termes de participation, il y a eu aujourd'hui un collège d'habitants, un collège de décideurs, un collège d'institutionnels, et tous ces gens-là participent à la gouvernance du lieu. Et comme c'est un lieu emblématique, public, au cœur d'une grande ville, c'est aussi quelque chose qui peut faire école dans le process, de dire, en fait, c'est pas la peine d'avoir un programme au début, et que finalement, on peut tester et avoir une liberté d'esprit pour qu'à la fin, le programme intègre ces tests. Et aujourd'hui, typiquement, ce projet, il y aura une crèche au rez-de-chaussée, mais dans les étages, etc., la mise aux normes va se faire en fonction de ces occupations qui ont été faites pendant 4 ans. Donc ça, c'est 2 échelles différentes, mais voilà, en termes d'implication des usagers et des futurs usagers, parce que la Pasteur, c'est vide, c'est pas un site occupé, quoi. Donc c'est les futurs usagers qui ont été impliqués dans la vie de ce projet. Donc voilà, effectivement, c'est Sophie Ricard qui a géré les 2 projets que je connais bien. Donc je suis assez familière de ces 2 processus.
D'accord, parfait. Mais, merci beaucoup à tous. Et on approche au terme de cette table ronde, parce qu'il est déjà midi. Mais c'était super intéressant. Et voilà, si vous avez quelque chose un petit mot de la fin à ajouter ou. Merci Moi, pour je veux bien l'invitation. dire merci, parce qu'effectivement, c'était très chouette et puis j'ai appris des choses aussi. Donc, merci beaucoup. Un grand merci, oui. Merci pour l'invitation et pour ces échanges. Et merci à vous. Et merci à tous les participants, du coup. Et on vous laisse découvrir les autres événements du festival en ligne qui auront lieu tout le week-end si vous le souhaitez. Bon festival. Le prochain, ce sera l'atelier de cuisine de la petite Cyrilène. C'est sur le parvis de la Maison de l'Environnement. Nous allons apprendre à faire du caviar d'aubergine. Donc, n'hésitez pas à poursuivre l'aventure avec nous. Même en déjeunant, ça fonctionne. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.